bonjour. On cultive en France près de 3 millions d'hectares de maïs. C'est la deuxième céréale cultivée en France après celle du blé tendre. Oui, mais sa réputation de gros consommateur en eau et en pesticides fait de lui un peu le mauvais élève, en tout cas mal aimé du grand public. Quelles sont les solutions pour lui redonner ses lettres de noblesse? Réponse dans quelques instants avec nos invités. Mais tout de suite, je rejoins Tom le jardinier et notre chef Alfredo Martin. Bonjour messieurs. Alors Tom, le maïs ornemental, mais également à consommer, se plante de plus en plus dans le jardin, dans le potager. Quelles seront vos astuces en gros aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de maïs parce que qu'on utilise du maïs pour faire de la polenta ou du maïs pour faire du popcorn ou bien celui qu'on met sur le barbecue en été, c'est pas les mêmes. Et ensuite, je vous donnerai quelques astuces de culture et on terminera ensemble par quelques bonnes associations de culture au jardin. Merci Tom. Tout de suite, on se retrouve en cuisine. Alors Alfredo Martin, bonjour, vous êtes un grand chef et vous allez nous parler du maïs sous quelle forme aujourd'hui? Alors du coup on a une sémule de maïs, là elle est quand même assez fine. Alors on va faire une polenta liquide. Polenta liquide? Oui, en fait la polenta classique on va dire c'est quelque chose qui est quand même assez consistante, qu'on peut passer au four et poêler. Là on va faire quelque chose de plus léger, et plus simple pour pouvoir l'accompagner plus facilement avec des produits comme le poisson ou même un hachis parmentier par exemple. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour réussir la recette? Après c'est très simple, c'est quelque chose d'assez simple, assez goûteux. On avait soin juste du lait, du beurre, sel, poivre, piment d'Espelette et la farine de maïs. Qu'elle soit liquide ou solide, déjà vous nous faites rêver. À tout à l'heure, on verra un peu les étapes avec vous de la recette. Alors il existe près de 600 produits réalisés à base de maïs, mais les besoins en eau sont le cœur du problème face au changement climatique qui lui n'est plus à débattre aujourd'hui. Alors pour en débattre justement, je reçois Séverine Jeannereau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la filière maïs et sorgho. Jean-Marc Schwartz, vous êtes comme Sébastien Méry, bonjour. Vous faites partie de l'association générale des producteurs de maïs. Alors la première question peut-être pour vous, en 50 ans un peu, quel est le portrait aujourd'hui du maïs? Alors je pense que, alors déjà moi ça fait pas 50 ans que je travaille, mais déjà dans les 20 dernières années. Mais vous adorez ça, donc vous connaissez un peu l'histoire. Dans les 20 dernières années, déjà on voit qu'au niveau du maïs, il y a des évolutions qui ont été faites, puisqu'on parle déjà au niveau génétique, en suivant les demandes un peu et les attentes par rapport pour les agriculteurs pour répondre à leurs attentes sur le maïs. Il y a la génétique, il y a les pratiques aussi, puisque ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est au niveau des dates de semis. Il y a des évolutions sur les dates de semis sur les 20 dernières années. Et puis, on voit aussi alors, cette image du maïs par rapport à l'eau qui, malheureusement, en fait, est fausse. Mais le maïs, en fait, il se retrouve dans la période aussi où on voit aussi une évolution dans les 20 dernières années sur la répartition de l'eau. On voit qu'il y a un peu plus d'eau normalement dans les périodes d'hiver et ça va être de pire en pire et un peu moins dans les périodes en fait d'été. Donc c'est en fait un problème de répartition et ce qui fait que le maïs se retrouve en période où il y a un peu moins d'eau. Et moi ce que j'ai vu après c'est sur les pores du maïs, la hauteur de la variété, les densités aussi à laquelle on les sème et puis les résistances entre guillemets par rapport aux conditions climatiques. Et par rapport aux maladies, comment s'est évolué le maïs par rapport à la pyrale, par exemple, ou à d'autres maladies? Alors la pyrale, en France, on n'a pas vu... il y a 20 ans, on a eu peut-être quelques années, il y a eu des maïs qui étaient résistants, ce qu'on a appelé les maïs OGM BT, parce que c'était mon premier stage que j'ai pu faire, donc par rapport aux pyrales. Aujourd'hui, en fait, c'est ça, c'est les évolutions en termes de ravageurs aussi qui ont évolué, puisque avec l'échauffement climatique, en fait, on voit que la pyrale, au départ, dans le sud de la France, elle faisait 3 cycles, par exemple. Donc, il y avait 3 attaques possibles, et c'est en train de monter aussi vers le nord. Puis, il y a un autre ravageur qui est arrivé aussi, qui s'appelle la sésamie.
aussi ces cultures-là. Donc on voit aussi que ces ravageurs sont là. Donc après aussi, c'est là où il faut jouer sur les dates de semis pour mettre un peu plus précoce et pour pouvoir protéger un peu et que le maïs soit beaucoup plus vigoureux finalement au niveau de ces attaques de ravageurs. Sébastien Méry, est-ce qu'on peut vraiment améliorer l'efficience du maïs face à l'eau? C'est une bonne question. En fait, c'est même pas amélioré. Il faut savoir que le maïs est une plante très efficiente pour l'eau. Il faut 450 litres d'eau pour produire 1 kg de maïs, alors que certaines espèces demandent 4000, 5000 litres d'eau pour produire 1 kg de matière. Donc le maïs est la plante efficiente pour l'eau et pour le carbone. On peut faire mieux. Aujourd'hui, par l'amélioration variétale, l'amélioration génétique, les périodes d'évitement, comme l'a dit Séverine, on peut améliorer. Mais si je ramène un autre chiffre, aujourd'hui, on colle cette image au maïs d'utiliser de l'eau. Seulement un quart des surfaces de maïs françaises sont produites sous régime d'irrigation. Le reste est produit sous régime pluvial, c'est-à-dire sans irrigation. Mais Séverine disait justement que ce n'était pas la culture la plus gourmande en eau, et les études l'ont montré, et c'est vrai, mais elle est très gourmande en eau pendant une courte période, c'est ça ? Comme toute plante qui va pousser l'été, elle a plus de chances d'être exposée à des périodes où l'eau va être moins abondante, va manquer en termes de précipitations. Mais dans le cadre d'un dérèglement climatique, enfin, rien ne vous a échappé. Aujourd'hui, on parle de plus d'une vingtaine de jours sans pluie, et aujourd'hui, on est en période hivernale. Et on voit dans ce dérèglement qu'on a un même volume d'eau tous les ans, à peu près. On est à peu près en moyenne, enfin, j'entendais le ministre le dire, 650 mm de moyenne en France. Et donc, on peut avoir un côté optimiste et on peut espérer avoir des précipitations cet été au bon moment. Et le maïs, de par son efficience, va les valoriser et va permettre une production importante de matière tout en ayant un régime pluvial. Jean-Marc Schwartz, vous avez les mains dans la terre parce que vous produisez, vous êtes céréalier et vous avez une double casquette, à la fois producteur de maïs en plaine mais également en montagne. C'est un peu quoi la différence entre les deux ? Alors je viens d'Alsace et donc la majeure partie de mon exploitation est située en zone de plaine avec un accès à l'eau pour l'irrigation, avec des grandes parcelles qui me permettent de viser des potentiels élevés, alors qu'en zone de montagne, je suis en parcellaire restreint, petite parcelle, parce que je suis confronté donc à la topographie, aux ruisseaux, aux rivières, aux forêts, etc. Et je suis là-bas dans une situation restreinte au niveau du potentiel. En fait, autant en plaine, j'amène de l'eau pour maximiser mon rendement et vraiment avoir toute l'efficience possible sur le potentiel de rendement de mon maïs, autant sur la zone de montagne, c'est l'excès d'eau qui va pénaliser ma culture, comme on peut le voir dans d'autres zones de France pour le blé, pour l'orge ou pour le colza. Est-ce que vous avez fait des efforts sur justement l'irrigation ces dernières années ? Quels sont les efforts concrets que les agriculteurs ont fait et que vous avez fait particulièrement ? Alors sur la partie irrigation, je suis dans un secteur qui irrigue depuis grosso modo le Moyen-Âge. D'abord, c'était par immersion, c'est-à-dire que sur la rivière, il y avait des vannes. On fermait les vannes, on ouvrait des petites écluses et on inondait les parcelles pour faire à l'époque des prairies, de l'herbe, pour arroser les pommiers, les pruniers. Donc là, il y a vraiment, on va dire, une sorte de gaspillage d'eau. On ne maîtrise rien, on remplit, on met 30 cm d'eau et basta. Petit à petit, on est arrivé sur des systèmes d'irrigation par enrouleur ou par aspersion, où on a réduit, je dirais, par 4 l'apport d'eau à l'hectare. Cette façon d'irriguer est déjà bien, mais on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que l'inconvénient de l'arrosage avec les enrouleurs, avec les canons, c'est qu'on est sensible à l'excès de vent. Et comme on le voit d'année en année, on a de plus en plus de vent. Alors j'ai pas mal investi ces dernières années dans des rampes, dans des pivots qui permettent d'arroser à peu de distance autour du point d'évacuation de l'eau. Évite, c'est que le bout du jet aille sur la route ou soit emporté par le vent. C'est ça. Et vous avez quantifié cette économie ou pas ? Je pense que c'est de l'ordre de 15 à 25%. Mais il faut aussi relativiser, et là par contre c'est compliqué d'intégrer cela, c'est avec la hausse de température qu'on a année après année, les besoins de la plante
que ce soit du maïs, que ce soit du blé, du colza, du soja, des betteraves, le besoin augmente. Moi, quand j'étais à l'école, ça fait déjà une vingtaine d'années, on nous apprenait que le besoin par jour, c'était 4 à 6 mm d'eau par jour. Aujourd'hui, on a eu des périodes cet été où on a passé la barre des 9 mm par jour. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une installation d'irrigation calculée pour apporter 4, 5, 6 mm d'eau par jour, à un moment donné, quand vous avez des périodes très sèches, très chaudes, vous allez aller au-delà de votre zone de confort et votre plante, elle va perdre en potentiel de rendement. Est-ce qu'il y a d'autres études justement pour améliorer l'arrosage du maïs? Alors il y a l'aspersion, est-ce qu'il y a d'autres techniques qui sont actuellement en cours ou en recherche? Je sais qu'en Espagne, par exemple, ils utilisent le goutte à goutte sur ces cultures-là. Après, il y a aussi les méthodes d'irrigation, mais il y a aussi ce qu'on travaille en termes de génétique et le pilotage. On parlait en amont un peu de l'avancée des dates de semis, par exemple. Ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'en 20 ans, il y a eu l'avancée de 20 jours, la date de semis. 20 ans, 20 jours. Voilà, c'est facile à retenir. Mémotechnique, c'est super. Voilà. Donc il y a toute cette façon-là un peu de travailler là-dessus sur à la fois il y a la génétique, le pilotage de la culture et puis les systèmes d'irrigation. C'est-à-dire que toutes les avancées qu'il y a eu déjà, ça permet d'économiser des tours d'eau. Et c'est des choses, voilà, pour moi, c'est la combinaison des solutions aussi qui va permettre de répondre un peu à ces enjeux-là. C'est vraiment un gros problème, l'eau aujourd'hui, enfin, pour le maïs et pour d'autres cultures. Est-ce que la science n'accélère pas un petit peu les choses par rapport à la génétique, justement, dont vous parliez, Séverine, ou par rapport à la façon culturelle de le faire? Je dirais l'eau pour l'agriculture, mais quelles que soient les productions, permet de sécuriser. Aujourd'hui, on ne peut faire de l'agriculture sans eau. Donc, pour avoir la chance de consommer cette belle polenta, il faut aussi de l'eau. Il faut de l'eau pour que les cultures progressent. Et aujourd'hui, dans cette eau, il faut savoir aussi sécuriser cet accès à l'eau. Et pourquoi pas, Jean-Marc parlait d'excès, mais récupérer une partie de cet excès pour le réutiliser dans les périodes de manque. Et ça sera primordial pour que notre agriculture puisse continuer à prospérer, et quelles que soient les productions. Il n'y a aucune production qui ne peut pousser sans eau. Donc, stocker l'eau pour la réutiliser. Exactement, ce qu'on voit cette année, là, que ce soit le blé ou les autres cultures, en fait, va falloir s'adapter. On voit qu'au mois de février, là, on n'a pas eu une seule goutte d'eau. Donc, pour certaines cultures, ça peut être problématique. Donc, aujourd'hui, c'est de savoir rééquilibrer, en fait, avec ce stockage de l'eau, pouvoir rééquilibrer aux périodes et voir comment s'adapter par rapport à ces changements-là. Merci. On va retrouver tout de suite Tom, le jardinier, justement, qui nous parle de maïs. Alors Tom, on sème de plus en plus, comme on le disait, de maïs ornemental, mais également à consommer dans son alimentation au quotidien dans son jardin. Comment planter le maïs? Comment ça se plante et quelles sont vos astuces? Alors, si on a un petit peu de temps devant nous, comme c'est le cas actuellement, on peut faire des semis à l'intérieur. Sinon, si on est à la dernière minute, comme ça serait peut-être le cas au mois de mai, on peut semer du maïs directement au potager, comme le ferait un agriculteur. Faites attention à sélectionner plusieurs variétés de maïs. Ne semez pas qu'une seule variété si vous en semez en grande quantité, parce qu'on ne va pas mettre le même maïs pour faire, comme je le disais tout à l'heure, soit la cuisine au barbecue, soit du popcorn, etc., etc. Donc là, moi, je sélectionne toujours un maïs pour mon utilisation. On parle par exemple de maïs doux qui rentre dans la composition de ce qu'on va utiliser pour faire nos cultures de maïs pour le griller au grill. Là, j'ai sélectionné quelques graines. On aurait pu les mettre trempées quelques heures avant dans de l'eau pour un petit peu faciliter la germination. Et toujours dans mes petits godets en fibre de bois, je peux en mettre 2 comme ça. Et au final, une fois qu'ils auront germé, je vais en sélectionner que le meilleur, le plan le plus vigoureux. Je vais le mettre à quelques centimètres de profondeur dans mon petit pot de terreau. Et pour en finir avec les fameuses étiquettes en plastique qui restent dans nos potagers, moi j'utilise des bâtonnets de glace. J'ai mangé ma glace, je le nettoie bien, je mets le nom de la variété et je pique dans mon petit godet. On va les planter aux alentours de la mi-mai dans notre jardin, une fois que les gelées ne seront plus à craindre, les fameuses 5 glaces.
Mais avant ça, arroser bien pour faciliter la germination. On va le mettre à la lumière aux alentours de 15 à 20 degrés. Et puis voilà, je vous souhaite sélectionner vraiment plusieurs maïs et puis ne pas en mettre trop au potager parce que il ne faudrait pas évidemment nourrir tout le village. Une dizaine de plants suffit pour une famille de 4 à 5 personnes. Merci Tom. On retrouve notre chef. Alors, vous nous préparez une polenta très originale aujourd'hui parce qu'elle est liquide. C'est quoi un petit peu les étapes de fabrication ? Alors, donc, on a mis ensemble la farine des maïs, le beurre, le lait, le sel, le piment d'Espelette. Alors, les proportions, c'était 35 grammes de farine de maïs, 200 millilitres de lait. Après, bon, seulement, c'est au goût de chacun. Et une petite ébullition. Et après, on laisse cuire très doucement et on remue constamment. Voilà, après réponse dans ces constitutions-là, avant de servir, on peut rajouter encore un petit peu d'humidité. Et on peut avoir quelque chose vraiment encore plus liquide. Là, il est quand même déjà assez souple, assez humide. Et on va l'accompagner avec ce filet de lieujon. Le choix du diamètre de la polenta, c'est important. Il y a différentes granulométries. On choisit quoi exactement ? Ça dépend de la recette. Pour une recette comme ça, c'est bien d'avoir quelque chose de très fine. Si on peut faire une polenta plus classique, plus consistant, c'est mieux qu'il soit plus épais. On a un peu plus de croquant en bouche, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Alors vous l'accompagnez avec quoi cette polenta liquide ? Alors on va l'accompagner à un filet de lieu jaune qu'on fait poêler avec du beurre. Alors là, notre filet, on l'a démarré l'huile d'olive, on a rajouté du beurre demi-sel. Et une fois que notre beurre commence à colorer, on éteint notre poêle et on les laisse finir la cuisson doucement pour avoir une cuisson nacrée du poisson. On vous retrouve tout à l'heure. Merci chef pour le dressage, la magie du dressage. Aujourd'hui, on va parler aussi, ce qui est important, on vient de parler des économies, des solutions pour le maïs, mais je crois que la génétique tient une part importante, Séverine, dans l'évolution de cette culture. Oui, bien sûr, c'est le point de départ aujourd'hui dans la génétique et la sélection, puisque alors aussi il faut qu'on anticipe nous au niveau de la sélection, c'est-à-dire qu'il faut qu'on imagine dans les 10 prochaines années quelles vont être les contraintes et les attentes pour sélectionner le meilleur maïs. Après, ce que je disais, c'est il y a la génétique d'un côté et après il y a le pilotage derrière de ce qu'on va en faire. Donc par exemple, nous ce qu'on a développé, il y a 2 types de sélection qu'on peut faire de maïs. Les premiers, c'est pour les zones sur lesquelles il n'y a plus de maïs parce que c'est des conditions qui vont être un peu sans irrigation possible, etc. Sur lesquelles on a développé des maïs qui vont être semés très tôt, récoltés très tôt au champ, donc sans séchage et sans irrigation, qui va permettre de rajouter quand même une culture de printemps dans la rotation. Puis après, il y a on va sélectionner d'autres maïs qu'on disait qui vont permettre aussi d'économiser des tours d'eau. Donc ça, c'est une première chose. Mais après, il y a le pilotage et tout ce qu'on connaît après sur l'agronomie, tout ce qui va permettre de répondre aussi ce qu'on disait aux enjeux par rapport à l'eau, mais aux maladies, un certain nombre d'attentes. Et ce qu'on veut aussi, c'est que le maïs, au départ, soit vigoureux le plus rapidement possible dès le départ pour être moins sensible aux attaques, entre guillemets, des ravageurs au stade précoce. Est-ce qu'on peut espérer un maïs plus régional, plus local, c'est-à-dire adapté au type de sol, peut-être ? Bien sûr, c'est commence à travailler, parce que alors, déjà, nous, on a mis nos centres de sélection pas mal en France, qui sont localisés dans les principales régions en fait, de maïs. Et bien sûr, en fait, aujourd'hui, quand je parlais de pilotage, ça va être aussi tout ce qui est outils de la décision. Et avec la télédétection, on voit pour identifier en fonction de la typologie du sol et pas mal de critères agronomiques. C'est pour ça que ça devient de plus en plus agriculture de précision. On a la génétique et le pilotage. Après, ça va être capable d'identifier en fonction du terroir, entre guillemets, quelle est la meilleure variété adaptée et dans quelles conditions mieux la semer et la récolter. Alors, la France résiste aux OGM et aux autres façons de produire le maïs. On en est où à ce niveau-là ? La France, comme vous dites, résiste, mais est-ce... Combien de temps ? Combien de temps, ça dépend dans quel sens on pose la question. Aujourd'hui, on sait que pour s'adapter aux défis de demain, il nous faudra accélérer la sélection.
Et pour accélérer la sélection, il nous faut, je pense, utiliser les méthodes d'innovation qui nous permettront d'avancer plus vite, comme on a connu dans la crise sanitaire où on a voulu avancer très vite parce que le choix du gel hydroalcoolique et des masques, ça allait bien 5 minutes, mais il fallait en sortir très rapidement. Et donc, pour s'adapter aux enjeux de demain, il faudra une sélection accélérée et les nouvelles techniques d'hybridation peuvent nous permettre d'accélérer cette sélection. Par rapport à d'autres pays qui utilisent déjà ce type de sélection, on a déjà des chiffres en termes d'efficience en eau, on a déjà des choses concrètes ou pas du tout? On a des chiffres d'efficience, de tolérance à des insectes, d'utilisation, d'adaptation et je dirais même au quotidien, on a aussi du maïs de ces pays qui alimentent notre marché. Donc là est la question, doit-on résister à les produire en France et continuer à les importer sur des méthodes qu'on ne peut pas avoir? Il y a un gros dilemme sur cette question-là. C'est effectivement un autre débat. Vous qui êtes céréalier, qui plantez du maïs, on a l'impression qu'après la période Covid, le réchauffement climatique s'est accéléré d'un coup. C'est-à-dire que d'un coup, on se rend compte que, en fait, effectivement, on a de plus en plus de périodes de sécheresse, qu'on va avoir des problèmes d'irrigation. Vous l'avez vu monter de façon exponentielle, cette sécheresse ou ces problèmes en eau, ou pas du tout, vous qui êtes agriculteur? En fait, la période Covid, qui a précédé la période de conflit en Ukraine, a été un prisme qui a augmenté à la vue du grand public l'impact que le changement climatique avait sur l'agriculture en général. Depuis des années et des années, on a laissé partir la production industrielle européenne et française ailleurs. Petit à petit, on délaisse l'agriculture en refusant certains facteurs de production, en limitant la production. Mais les besoins sont toujours aussi importants, voire augmentent avec l'augmentation de la population. Donc on importe plus. Et de par le fait de la pandémie, de la crise en Ukraine, il y a eu des problèmes logistiques qui sont ajoutés à des problématiques de marché où il y avait déjà des pénuries au niveau mondial, au niveau des stocks. Et en fait, ces deux crises ont juste exacerbé, vraiment rendu visibles ces manques que nous avions. Alors moi, je n'ai qu'une vision de jardinier, mais c'est vrai que quand on apporte de la matière organique, quand on prend soin de son sol, on s'aperçoit que les plantes sont peut-être un peu moins demandeurs en eau de façon directe, puisque cette matière organique, en tout cas cet humus, retient une partie de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas un travail à faire justement sur de réinterpréter de façon un peu plus cohérente le sol, qui soit peut-être moins filtrant et qui retienne beaucoup plus le sol en eau? Qui peut répondre à la question? Il y a un travail qui est fait au quotidien par de nombreux agriculteurs. Après, il faut regarder aussi cette capacité de rétention. Sur des études, ça donnerait une latitude d'1 ou 2 journées. Donc c'est déjà bien, hein, 1 ou 2 journées, mais ça résoudra pas tout. Et comme l'a dit Jean-Marc, hein, la crise, que ce soit la crise sanitaire, mais aussi la guerre en Ukraine, a révélé nos besoins. Et pour rappeler quand même le maïs, l'Europe importe chaque année 22 millions de tonnes de maïs. Je répète, 22 millions de tonnes de maïs. Nous ne sommes pas autosuffisants en maïs pour la communauté européenne. Et donc, d'où la nécessité d'avoir de l'innovation, d'avoir aussi des moyens de production pour produire du maïs sur le continent européen et pour pouvoir alimenter les Européens en maïs. Donc on importe 22 millions de tonnes, mais en France, on exporte quand même une partie de notre maïs, non? On exporte vers nos voisins européens, mais en fait, on est dans un marché commun et c'est la solidarité envers nos voisins qui n'ont pas les mêmes chances de production. La France a une chance d'avoir de l'eau renouvelable, de pouvoir la stocker, d'avoir des précipitations importantes et aussi d'avoir, je dirais, un climat plutôt tempéré de par sa position en Europe. Et il faut que la France participe à cette chance pour nos voisins européens, comme d'autres voisins européens ont d'autres atouts et peuvent nous les partager. Mais est-ce qu'avec ces 3 millions d'hectares, on est autonome et autosuffisant? En fait,
Je pense que la question doit se poser autrement. À un moment donné, dans une économie de marché telle que nous la connaissons à l'échelle de la planète, on ne peut pas se satisfaire de produire uniquement la quantité juste de ce qu'on a besoin dans notre pays. Parce que Il faut penser Europe, c'est sûr. on a besoin en Europe, mais on a aussi une responsabilité internationale d'équilibre de marché. Et se dire année après année qu'on va produire juste ce qu'on produit nous mènera à un moment ou un autre dans la panade le jour où il y aura un décrochement de production. Car il ne faut pas se le cacher, que ce soit un aléa climatique ou une explosion de maladies, une explosion d'insectes ou une grêle ou n'importe, l'agriculture n'est pas dans une usine. La production n'est pas cachée. Elle est exposée aux quatre vents, c'est le cas de le dire, et risque du jour au lendemain de diminuer de moitié, voire plus encore. Séverine, le dernier mot. Et je voulais finir aussi par une note un peu positive, parce qu'on a parlé beaucoup d'eau, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le maïs, c'est une plante en C4 et donc en carbone, parce qu'on parle beaucoup aussi du carbone, du stockage du carbone. Le maïs, c'est une plante qui va répondre aussi à ces enjeux-là. Il ne faut pas l'oublier aussi, parce qu'on parle, on parle eau et à d'autres enjeux, mais en termes positifs, le maïs va pouvoir répondre aussi à cet enjeu-là carbone. Donc on parle au niveau européen et même mondial, puisque c'est une plante qui permet de stocker beaucoup de carbone. Et en plus de l'autosuffisance, de la production qu'on doit garder en France, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Merci, messieurs, dames, pour ce débat passionnant. On retrouve tout de suite Tom, le jardinier. Alors maintenant, vous allez associer des choses, associer des plantes pour un jardin plus idéal. Oui, on a pas mal de petits problèmes qu'on peut régler au jardin avec une culture, ce qu'on appelle des trois sœurs, du maïs, des courges et des haricots. On va mettre nos piliers de maïs une fois qu'ils sont prêts, quand ils font à peu près la taille d'un crayon dans notre jardin. À son pied, on va y mettre des courges. Une fois que les courges vont pousser, elles vont éloigner les mauvaises herbes, parce que ça fait des grosses feuilles. Ça protège aussi des rayons du soleil. On garde de l'eau dans le sol. Et on va aussi mettre quelques graines de haricots. Les haricots, ils vont profiter du maïs comme un support, comme un tuteur. Donc on n'a plus besoin d'aller acheter du bambou pour faire pousser nos haricots à rame. Et on va mettre aussi... Le haricot, grâce à des bactéries, à ses racines, il va apporter un petit peu d'azote à notre sol qui profitera et au maïs et à la courge. Il y a d'autres associations qui sont capables d'être faites au jardin. On va aussi gagner pas mal de place dans son jardin. Si sur cette même parcelle, on a des haricots, du maïs et des courges, je mets aussi par exemple l'exemple de la tomate et du basilic. La tomate, elle va profiter un petit peu d'avoir du goût grâce au basilic à son pied. On sait tous la salade de tomate mozzarella avec un petit peu de basilic, mais on met aussi ce basilic au pied de la tomate parce qu'il va profiter des feuilles de la tomate pour avoir un petit peu d'ombre, parce que le basilic, il est vraiment trop capricieux. Il n'aime pas être au soleil, plein soleil, mais il n'aime pas être à l'ombre. Il n'aime pas avoir trop d'eau ni ne pas avoir assez. C'est une plante vraiment capricieuse. Et le couple tomate-basilic, autrement que dans l'assiette, il est aussi profitable au potager. Eh bien, ce qui est bien aussi, Tom, c'est aussi par rapport à tout ce qui est insectes également, les nématodes. C'est intéressant d'associer ces plantes et ces cultures. Oui, il faut arrêter de voir un jardin potager comme un endroit où on n'a que des planches spécifiques où on met chaque fois des légumes. Moi, je mets par exemple aussi plein de petites choses. Par exemple, mes courgettes, une fois que je les plante, je mets aussi quelques pieds de salade à leurs pieds. Les salades, elles vont pouvoir grandir au milieu de mes courgettes sans les déranger. Puis une fois que les courgettes auront besoin de plus de place, les coups de salade seront déjà récoltés. Gain de place, gain d'eau, et puis on se fatigue moins lors de l'arrosage. Merci beaucoup. Alors, Alfredo, on en est où dans la recette? Venez nous rejoindre, Tom. On va mettre maintenant la sauce, c'est le beurre des cuissons, et avec un petit touche d'huile de cidre et des piments d'Espelette. Voilà. Vous vouliez dire un petit mot pendant? Bon, ça a l'air bon. Moi, je ne sais pas cuisiner, donc... Ben justement, on va apprendre. Alors, chef, comment on dresse cette merveilleuse assiette? Et bon, maintenant, il faut juste se faire plaisir et en profiter. Et voilà, c'est une recette quand même assez simple. Et j'ai dit, voilà, la polenta, ça peut aller super bien. La viande, le poisson, même avec des autres légumes. Avec quels légumes on pourrait associer ça? Alors, au moins, personnellement, disons que si des fois au restaurant, j'ai des clients végétariens, on peut les faire un parmentier végétal.
Du coup, on fait la polenta, c'est un petit purée de polenta avec une petite et des légumes hachés. Pour ça peut être de la carotte, des haricots verts, tout ce qu'on a envie de mettre en fait là. Et un petit peu de saison, il y a des légumes que vous apprécierez associés avec cette polenta? Et pour les asperges, là, on est bientôt les printemps. Les asperges avec la polenta, c'est une très belle association. Merci à vous tous. En tout cas, on va déguster cette assiette à 4 ou 5, mais on va se régaler quand même. Merci Alfredo et à très vite.